Donc, je m'exprime au nom de la jeunesse insoumise limoise. Nous sommes à un tournant écologique, démocratique, social et international. La jeunesse a subi de plein fouet un impact significatif. Les moins de 30 ans représentaient 45,3% des Français en situation de pauvreté, selon le dernier baromètre de l'INSEE en 2022. Dans le détail, c'est 15,7% des 18 à 29 ans et 29,6% des moins de 18 ans qui sont comptés dans cette population pauvre. En comparaison, 11,8% de celles et ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté ont plus de 65 ans. Le chômage aussi est une problématique majeure chez les jeunes. 17,2% des moins de 25 ans ont pointé à France Travail en 2023, toujours selon l'INSEE. Et quand les jeunes ont un emploi, c'est du côté des emplois précaires qu'ils sont contraints de se tourner. Là où 16% des salariés le sont dans des emplois précaires, c'est 55,9% des jeunes travailleurs qui sont concernés. Si on se concentre sur les étudiantes et les étudiants, la Fédération des associations générales étudiantes montre que 19% des étudiantes et étudiants ne mangent pas à la faim. Linky, l'association d'aide alimentaire, nous dit dans son rapport de 2024 que 54% des étudiantes et étudiants interrogés ont dû renoncer à des soins médicaux au cours des 12 derniers mois pour des raisons financières. Ce manque de soins concerne aussi la santé mentale, gravement atteinte par l'angoisse face à un monde qui, si la trajectoire écocidaire induite par le capitalisme n'est pas interrompue, ne sera plus vivable quand les jeunes atteindront l'âge d'une hypothétique retraite. Du côté des enfants, on a plusieurs rapports concernant la maltraitance au sein des crèches privées en 2023. Je vous renvoie à la commission d'enquête sur la question. Il faut aussi soulever la question du droit d'accès aux études. 85 000 candidates et candidats se sont retrouvés sans affectation en juillet 2024. Et dans ce monde en crise qu'elle subit au même titre que tant de groupes marginalisés, la jeunesse n'a pas de canal d'expression démocratique. Tout cela est parfaitement inacceptable et nous lutterons sans relâche pour que les droits de la jeunesse soient respectés et pour que ces exigences soient entendues, à Nîmes comme ailleurs. Pour reprendre les mots de notre camarade député Louis Boyard à l'Assemblée nationale en novembre dernier, sous les huées de toute la partie droite de l'hémicycle, des macronistes au RN, qui ainsi démontrent qu'ils sont aveugles aux détresses de celles et ceux qui sont l'avenir de ce pays, les jeunes n'en peuvent plus, il n'y a pas de journaliste influent à 16 ans, il n'y a pas de député à 16 ans, alors on n'en parle pas. Nous nous félicitons d'avoir, en 2024, soutenu la proposition de loi pour le repas à 1 euro de la députée socialiste Fathia Keloua-Haché. Avec Louis Boyard, les jeunes insoumis et insoumises en ont fait un combat majeur, dans la rue et dans les établissements, au niveau national. Des milliers de tracts ont été distribués en porte-à-porte et en tractage. Et nous serons attentifs à ce que le texte finisse bien par être adopté et continuerons d'être mobilisés dans ce but. La constitutionnalisation de l'IVG, enfin adoptée en 2024 après un volte-face des macronistes d'Aurore Berger qui considérait que ce droit n'était pas menacé quand la députée Mathilde Panot le défendait, est également une victoire importante. On voit à quel point d'ailleurs ce prétexte d'Aurore Berger est faux, quand on voit que les députés du Front National, notamment Caroline Pertier, ont qualifié l'avortement de génocide de masse. Et qu'elle a d'ailleurs publiquement affirmé son opposition à la loi Veil. Nous saluons également l'adoption de la loi du sénateur Pla, du 8 mars 2024, visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport. Elle transpose dans le champ sportif les dispositions applicables aux acteurs du secteur social et médico-social. Mais nous sommes inquiets de voir que la question climatique n'est toujours pas abordée sérieusement dans le champ politique. La question de l'eau n'est toujours pas centrale dans le débat public. Alors qu'on devrait discuter de l'eau comme d'un bien commun, elle est aujourd'hui vue comme un simple produit. La voir comme telle permettrait de reconsidérer la pollution des eaux dans un premier temps. La rénovation des logements, une mesure indispensable pour s'adapter au changement climatique tout en réduisant les factures les plus précaires et en diminuant notre consommation énergétique, n'est toujours pas sérieusement entamée. Le cyclone Chido devrait nous alerter. Dans un récent rapport, l'Imperial College de Londres note que les températures élevées de la mer ayant alimenté la formation et l'intensification rapide de Chido ont été multipliées par 50 en raison du changement climatique. Nous appelons à considérer cette question sérieusement et à l'envisager dans des termes politiques plus que techniques. Notre programme le fait. La question de la production, notamment, est au cœur de celui-ci. Nous ne pourrons pas indéfiniment produire plus.
Oui, notre rapport à l'alimentation doit être revu, au transport et également à la production. Il nous faut une réflexion à long terme. En d'autres mots, il faut mettre en place une planification écologique et impliquer la population dans le choix de ce que l'on produit. Et la question de l'eau sera encore une fois centrale dans le choix de ce que l'on produit. 2025 doit être une année de combat. La jeunesse insoumise limoise y prendra toute sa part et nous vous invitons à nous rejoindre pour la voir grandir encore plus. Dans nos lycées, dans nos universités, on doit aussi continuer à se mobiliser. Contre les coupes budgétaires 2025, comme nous l'a déjà montré l'Université de Rennes cette année, contre les attaques racistes, sexistes et LGBT-phobes incessantes, contre le massacre à Gaza, comme les étudiantes et étudiants du monde entier l'ont fait en 2024, pour s'assurer que le cessez-le-feu soit respecté et maintenu, et pour l'acheminement de l'aide alimentaire, aide pour laquelle nous savons ne pas pouvoir compter sur les États-Unis et sur Trump, qui préfèrent visiblement appeler à la déportation. Contre l'hypersélection et le tri des élèves via Parcoursup et en master, et nous formulons le vœu de tourner la page du néolibéralisme, d'un avenir en commun, d'un avenir en harmonie entre les êtres humains et la nature. Cela passe précisément par la question de l'égalité des droits, qui est au cœur de la dernière version du programme, avec le service public de la petite enfance et la remise en ordre des services publics existants. Nous souhaitons un monde où protester ne nous amènera pas à des images comme celles que l'on a pu voir à Mantes-la-Jolie en 2018, images que l'on ne retrouvera pas dans la Nouvelle-France pour laquelle on se bat. Ainsi que garantir un accès au logement, la prise au sérieux de la nécessaire transition écologique, mais aussi la redéfinition de notre République, parce que l'extrême droite a maintenant une influence incontestable sur le gouvernement et parce que Macron n'est plus légitime pour représenter nos institutions. Nous devons mettre toutes nos forces pour la démission ou la destitution de Macron et censurer l'ensemble de ses gouvernements. Nous pousserons vers la 6e République et la Constituante afin de permettre à la jeunesse de s'emparer de la question politique. Et nous formons le vœu que ça se fasse au plus tôt par le droit de vote des 16 ans, notamment. Merci Mathieu. Je prends la parole au nom du collectif, non chargé de parler, mais c'est une présentation collective. Alors, premièrement, je crois qu'il faut revenir sur 2024 pour mieux décrire la situation actuelle. Donc, en 2024, la France Insoumise a fait un travail militant de terrain dense, en particulier dans les quartiers populaires. Nous n'avons cessé d'aller à la rencontre de nos concitoyens pour entendre leurs difficultés, savoir leurs attentes et soutenir leurs revendications. Dès le début de l'année 2024, nous avons mené une campagne d'inscription sur les listes électorales pour inciter nos citoyens, les habitants des quartiers populaires en particulier, à exercer leur citoyenneté et ainsi lutter contre la dépolitisation recherchée par le bloc bourgeois pour rendre le scrutin en quelque sorte censitaire. Une belle campagne européenne a fait de LFI la première force politique à Nîmes, avec 15,4 exactement. D'ailleurs, comme Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait presque 29%, ce qui le plaçait en tête au présidentiel 2022. Bon, nous n'aurons pas la cruauté de rappeler ici celui des autres formations de gauche. Certes, le PS a retrouvé quelques couleurs européennes, mais en association avec Place Publique, qui n'est pas dans le nouveau Front populaire. Le poids électoral de la France Insoumise à Nîmes est donc indéniable. Ensuite, nous avons subi une distribution parfaitement irresponsable. Une France Insoumise qui a su à ce moment-là impulser le nouveau Front populaire et payer le prix de l'union avec 100 circonscriptions laissées au PS, au Parti socialiste essentiellement. On nous doit aussi l'initiative de la NUPES 2 ans avant, tout ça pour dire qu'on sait être unitaire et qu'on tient nos engagements pris devant les électeurs et les électrices. Des campagnes législatives qui, si elles n'ont pas été victorieuses dans le département, ont été riches d'enseignements et porteuses d'espoir. Je voudrais souligner que les deux candidats LFI présentés dans le département sont ceux qui ont eu le meilleur score au premier tour, dans le Gard. Ce qui n'est pas anecdotique, quand certains, dans les médias notamment, voudraient faire passer LFI pour un repoussoir. La candidate anti-nouveau Front populaire du Parti socialiste, proche de Carole Bellegarde, a été battue dès le premier tour de la deuxième. Ça donne une idée un petit peu de tout ça. Deuxième enseignement, le nouveau Front populaire est majoritaire à Nîmes, vous le savez, nous avons fait 55% et j'avais l'honneur de nous représenter sur la première et 54% sur la sixième.
Donc c'est un espoir que la progression nette de la participation aussi dans les quartiers populaires dans lesquels la participation aux élections législatives était de 20% en 2022, avec tout le travail qui a été fait pour faire revenir nos concitoyens vers les zones, on arrive jusqu'à 45%. C'est encore insuffisant sans doute, ça fait beaucoup de gens qui ne votent pas. Et je voulais citer là le fait que notre camarade Raphaël Arnaud a été élu à Avignon avec une participation de 60%. Donc on connaît le chemin qu'il nous reste à parcourir pour battre le RN la prochaine fois. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le plus gros déni de démocratie jamais vu. Vous savez, un président qui ignore le résultat des élections. On est sorti là du fonctionnement normal des institutions, et ça, il faut le marteler. Et ça dure, et ça dure. On ne reviendra au fonctionnement normal des institutions que par la consultation du peuple. D'où la pertinence de notre campagne, qui est plus que jamais d'actualité, pour la destitution d'Emmanuel Macron. Cette crise de régime met aussi en lumière la nécessité de passer une 6e République, et pas n'importe comment, bien sûr, par une constituante permettant au peuple de s'exprimer sur la règle commune, de se l'approprier. Aujourd'hui, après un gouvernement Barnier illégitime, censurer un gouvernement Bayrou tout aussi illégitime, en sursis grâce au soutien du Rassemblement national, encore une fois, trahissant ses électeurs qui ont voté contre le macronisme. En sursis, malheureusement aussi, grâce à un PS, certes divisé, qui n'a majoritairement pas voté la censure l'autre jour et qui se complaît dans des manœuvres politiciennes de discussion avec le gouvernement pour sauver Macron. Alors qu'ils ont été élus sous le programme du nouveau populaire de rupture, les socialistes jouent les supplétifs d'un macronisme crépusculaire. Ils renient ainsi leurs engagements pris pour la législature, ils trompent eux aussi leurs électeurs. Il serait temps qu'ils se ressaisissent lors du vote du budget. Le nouveau populaire a toutefois tenu bon. Les communistes, les Verts et le Parti des socialistes ont voté la censure de Bayrou, proposée par les Insoumis. L'honneur de la gauche est sauf, si je puis dire. La pire des austérités dans le projet de budget du Bayrou. Le volet recette est en effet connu, la seule marge de manœuvre qu'il reste au gouvernement actuel, c'est de choisir où il va tailler. Il semblerait que l'enseignement supérieur et l'écologie soient particulièrement mis en contribution, ce qui est parfaitement irresponsable. Je crois que Mathieu a souligné ces points-là. La fidélité au programme de Nouveau Populaire commande de censurer ce gouvernement. Nos députés, eux, seront fidèles au programme du Nouveau Front Populaire. Ils n'oublieront pas, comme nous ici, jamais la forfaiture d'un président refusant de reconnaître la défaite de son camp. Pour nous, c'est Lucie Castet à Matignon pour le départ Macron. La France est, rappelons-le, de juillet dernier, hors d'un fonctionnement démocratique normal du fait d'un seul homme, Emmanuel Macron. On ne doit pas l'oublier, on doit en tirer les conséquences. On ne peut faire comme si ce coup de force n'existait pas et continuer à faire de la politique politicienne. Revenir toujours au peuple, le consulter et se rendre à sa décision, mener une politique à son service partant des besoins. Notre programme, l'avenir en commun, vient d'être actualisé avant-hier. Nous sommes prêts à repartir en campagne. Le plus vite sera le mieux. Pour une présidentielle anticipée d'abord, pour les inévitables législatives anticipées ensuite. La France ne retrouvera la stabilité qu'à travers des élections, en redonnant une vraie légitimité démocratique à ses dirigeants. Nous sommes toujours sur le terrain, donc nous sommes bien échauffés pour une campagne. Cette présence sur le terrain nous permet de bien appréhender les problèmes des Nîmois en matière de logement, d'emploi, de revenus, d'accès aux soins, de transport, etc. J'en passe. Nous poursuivons notre campagne d'inscription sur liste électorale. Il s'agit de rendre nos concitoyens acteurs d'une tâche d'éducation populaire tout à fait primordiale. Ce samedi aura lieu à Toulouse une rencontre des quartiers populaires, la 3e, je crois. Nous y serons présents et nous organisons le covoiturage afin de permettre à nos camarades des quartiers d'y participer à moindre frais. Le but est d'aider les militants des quartiers à s'auto-organiser, pas d'y aller pour dire ce qu'il faut faire et penser. Nous sommes aussi de manière constante partie prenante du mouvement pour Gaza. Et aujourd'hui, le fragile cessez-le-feu ne nous rassure pas, d'autant que les propositions de Trump d'exiler les Gazaouis renforcent la crainte d'une volonté génocidaire d'éradication du peuple palestinien par le gouvernement d'extrême droite suprémaciste de Netanyahou. Nous soutenons aussi les mineurs non accompagnés, c'est une bagarre actuelle, pour une prise en charge digne respectant la légalité par le conseil départemental.
Nous avons aussi pris position l'année dernière contre le contournement ouest de Nîmes. C'est un projet dépassé, inutile, néfaste à l'environnement. On doit aujourd'hui plutôt penser transport en commun que route. Il y aurait sans doute d'autres sujets à aborder, mais je ne vais pas être trop long. Alors, des vœux pour 2025. Tout d'abord, pour chacun et chacune, la santé et l'harmonie dans son foyer. Ensuite, des vœux plus politiques. Malgré l'instabilité internationale aggravée par l'arrivée de Trump à la tête des USA, nous souhaitons la paix, la résolution des conflits par la diplomatie, la discussion de la démocratie aussi. La militarisation croissante du monde ne peut que nous inquiéter. La guerre n'est jamais une solution. L'élection de Trump est un événement majeur de la déstabilisation du monde. Une guerre commerciale menace l'économie française en particulier. Ces velléités belliqueuses inquiètent, que ce soit pour Panama ou pour le Groenland. Il s'en prend même à ses alliés, soulignons-le, puisque le Danemark est un membre de l'OTAN. La guerre de tous contre tous est son ordre du jour. C'est un danger à ne pas sous-estimer. De plus, le soutien ouvert de Musk aux extrêmes droites européennes, y mettant son argent et son réseau social X, est une vraie inquiétude quant aux possibilités de manipulation de l'opinion notamment. Face à ça, l'abaissement de la France par Macron est concernante. On se ridiculise en Afrique, on n'a pas de politique au Moyen-Orient, on est inaudible sur l'Ukraine, etc. Pour nous, la diplomatie doit présider à l'arrêt du conflit provoqué par la Russie en Ukraine. La reconnaissance de l'État de Palestine doit permettre d'aboutir à une coexistence pacifique avec Israël dans le cadre des résolutions de l'ONU enfin appliquées. En France, nous souhaitons une vie digne pour tous, des revenus décents, une école qui puisse remplir sa mission d'éducation et d'émancipation, un système de santé qui fonctionne, qui soigne et dans lequel on ne meurt plus sur un brancard aux urgences. De bonnes retraites par répartition des 60 ans. Nous voulons la tranquillité publique assurée par une police rénovée et des réseaux sociabilité régénérés avec un tissu associatif conforté. Nous voulons une transition écologique accélérée pour que nos enfants aient un avenir sur une planète viable. Pour que cela, il y a d'autres choses. Il y a plus de 800 propositions dans l'avenir en commun actualisé. Pour que tout cela soit possible, nous avons un cap. Travailler à l'arrivée de ce programme aux commandes du pays le plus vite possible. Car aucun progrès ne peut advenir dans le cadre austéritaire des politiques libérales, fussent-elles social-libérales et soi-disant de gauche. Gardons en mémoire les années Hollande, les gouvernements Blair et Schröder en Grande-Bretagne et en Allemagne. La rupture s'impose pour justement un avenir en commun. Et pour notre ville, que souhaiter? Je sais que certains, ailleurs qu'ici, ne pensent qu'à ça, les municipales. Leur temps viendra, mais la tâche politique du moment est avant tout devrait tourner la page de Macron. Ces municipales, rassurez-vous, nous y travaillons en interne selon notre propre calendrier. Disons simplement ici qu'il s'agit d'élections de portée nationale pour lesquelles il faut d'abord penser le cadre global des possibles avant de pouvoir construire un projet local. Retrouver des budgets plus conséquents est un préalable à toute politique communale ambitieuse. Cela veut dire sortir de l'austérité. Commençons par ça en prenant les commandes du pays. Nous reparlerons des municipales, nous aurons rendez-vous pour cela dans quelques semaines, si vous voulez bien. Cette année 2025 sera celle d'un renouveau démocratique, de la bifurcation écologique, du retour du progrès social, du déclin de la misère, du mieux vivre. Plus qu'un vœu, c'est, je crois, notre engagement collectif de militants nîmois de la France insoumise. Pas militant, mais je peux poser une question. C'est quoi dans quelques semaines là, les annonces pour les municipales? C'est quoi votre calendrier? Quelques semaines, ça veut dire 15 jours, plus de... J'ai pas tout à fait, personnellement, notre répondant peut-être que mieux, j'ai pas tout à fait notre calendrier en tête. Mais je crois que fin mars on aura décanté en interne notre stratégie. Pour le printemps. C'est le retour des hirondelles. Ouais, je crois que c'est le 21.
dire. Pardon? Vous n'êtes pas tendre avec les socialistes, ça va être dur de discuter avec eux, non? Ils sont pas Non, c'est un constat. Je crois que les socialistes, il y a des moments quand ils signent l'engagement du nouveau Front populaire, on s'entend bien. Quand ils censurent le gouvernement Barnier, on va dans le même sens. Quand ils sortent le nouveau Front populaire en ne censurant pas Bayrou, on est moins coupé avec eux. Donc ça fait partie de la vie politique, tout ça. Vas-y. Si je peux répondre à monsieur, quand on voit la façon dont on est traité par certains, notamment Delga, je dis notamment parce qu'elle n'est pas la seule, mais dans la région d'un poids quand même assez considérable, à longueur d'écrit, de prise de parole, elle fait que fustiger la FI, mais à travers la FI, c'est pas tellement la FI, c'est le programme de la FI. C'est surtout ça qui est. Parce qu'on essaie d'en faire une problème de personne, sans arrêt, on nous sort Mélenchon, etc. On va à toutes les sauces. Mais Mélenchon, c'est surtout le programme qui est porté, notamment par Mélenchon, mais pas seulement. C'est ça qui pose problème. Je pense que ça sera un autre, c'est pareil. Seulement, c'est jamais dit comme ça. C'est jamais vraiment exprimé comme ça. Quand on écoute Delga, quand on lit Delga, c'est toujours des problèmes personnels liés à la personnalité, etc. Enfin, bref. Bon, c'est pas ça le fond de la question. On a effectivement des divergences de fond avec une partie du mouvement socialiste, mais pas tous. Une partie qui a abandonné l'idée de changer la société, pour faire clair. Je crois que ce que dit Dominique est tout à fait intéressant. Nous disons toujours, et ce que je crois, c'est une manière de faire de la politique qui est l'ADN de la France insoumise, c'est le candidat, c'est le programme. Que ce soit le programme L'Avenir en commun, qui est notre cadre général, que ce soit le programme toujours de rupture, mais un programme, comment dire, partagé avec d'autres, qui est le programme du nouveau Front populaire. Pour nous, c'est toujours le programme. Quand on a un programme, on s'y tient et on fait tout pour arriver à le mettre en œuvre. Mon voisin me soufflait que les socialistes, quand ils vont discuter seuls avec Macron pour se trouver des arrangements, Macron est son gouvernement actuel, pour trouver des arrangements, eux, ils auront plein le mouvement populaire dans cette pratique-là. On sait qu'ils sont divisés, donc on ne va pas trop leur cracher dessus. On sait qu'une partie des socialistes ont voté la censure. On sait que dans leur groupe parlementaire, ça a été 33 contre 30. Donc c'est vraiment qu'ils sont partagés. Au niveau local, qu'est-ce que vous pensez du communiste Vincent Bouget qui fait plutôt consensus à gauche? Moi, Vincent Bouget en tant que personne, un garçon tout à fait agréable, avenant et intelligent. Maintenant, je crois que des fois, on a des divergences politiques, des fois, donc je vois pas la question. Si c'est pour aller dans les municipales, on n'a aucune idée sur qui il faudrait présenter au municipal pour l'instant. Quand vous dites divergences politiques, c'est lesquelles? Très profonde. C'est lesquelles vos divergences politiques? On y reviendra, mais je crois que sur un certain nombre de sujets, par exemple sur le fonctionnement du conseil régional, sur le fonctionnement du conseil départemental, des institutions dans lesquelles sont nos camarades, on n'est pas toujours d'accord avec la manière dont ils gèrent les choses. Je prendrai un exemple qui me tient à cœur, c'est la réouverture de la rive droite du Rhône aux voyageurs. Jean-Luc Schpelen, vice-président communiste de la région chargé des transports, se glorifie de cette ouverture qui est en fait impraticable. Il y a 5 trains par jour, donc pas tous vont à Nîmes, s'arrêtent à Avignon. Ceux qui viennent à Nîmes passent par Avignon Centre, où il y a un repoussement, ils mettent une éternité pour arriver à Nîmes, et les trains sont souvent annulés. Donc et les gens il y en a 4 par jour, donc si le train est annulé, vous êtes foutus. Donc les gens qui essayent de prendre le train, pas une fois, 2 fois, 3 fois, ils sont en galère, ils y renoncent, ils retournent à la voiture. Et après, pour les faire revenir au train, ça va être compliqué. Et donc il n'y a pas de quoi se glorifier, c'est un fait, comment dire, ils communiquent en disant on a fait ça, on a rouvert la ligne, mais elle était plus utilisable. Et on sait que le transport en commun, il faut pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait des fréquences. Donc là, on a vraiment des divergences. Il y a une politique, comment dire, d'affichage et de se glorifier ce qu'ils font, même quand c'est pas terrible.
parler d'un événement récent et douloureux qui est le cas de la gestion de l'ASE au niveau du département. Récemment, plus d'une quarantaine d'associations locales et départementales se sont réunies pour parler de ce malheureux décès de la jeune fille Hawa. Et toutes absolument et de manière complètement très forte, très pertinente, ont mis en cause la gestion de l'ASE au niveau du département. Et d'ailleurs, des actions vont être intentées dans ce sens, parce que définitivement, la politique n'est pas d'aider à l'intégration de ces jeunes mineurs non accompagnés, mais de les repousser, de les refouler, voire même d'intervenir auprès, ce qui est tout à fait scandaleux, auprès des établissements d'éducation, de leur refuser le droit à l'éducation, et donc de leur refuser toute insertion possible. Et ça, c'est une manière de gérer l'aide sociale à l'enfance qui ne nous convient absolument pas, et que nous allons essayer de combattre du mieux possible. La tentative chaque fois de créer des conflits là où il n'y en a pas. Je suis l'enfant du communisme, du syndicalisme et de la vie associative. J'ai grandi dans ce qu'on appelle les quartiers populaires. Je n'ai jamais considéré que j'étais dans un quartier, mais normalement dans une zone géographique de ma ville, qui fait ma vie. Ça s'appelait la Suite Nord, maintenant c'est Val-de-Bourg. On change le nom, mais on change rien, on aggrave. Donc il n'y a pas à discuter de l'unicité de certains comportements, monsieur. Les socialistes ont été élus parce qu'ils ont accepté un programme qui a été un compromis sur divers points de vue. Et quand on a une parole en politique, on s'y tient. Le problème du socialisme, et c'est depuis M. Mitterrand et son petit coup de jarnac pour se refaire une santé, c'est parti de là, c'est que le socialiste, il n'a pas de parole. Le socialiste, avec sa petite rose pâle, et sa politique pâle, et ses engagements palos, va où le vent le porte pour exister. Voilà, M. Hollande se glorifie maintenant de vivre encore sur les deniers publics. Moi, j'affirme ma position, parce que ce sont des gens qui pratiquent l'abus de biens publics, l'abus de biens sociaux, en captant les postes politiques et en mettant un réseau que j'appelle moyenâgeux. Ce sont des seigneurs, des petits seigneurs qui veulent essayer de faire de nous des vassaux et des serfs. Et ça doit s'arrêter. Et ça s'arrêtera maintenant. Parce que quand on porte atteinte à la dignité humaine, quand on porte atteinte à tous les droits fondamentaux qui sont dans notre Constitution, quand délibérément on fait du lien d'intérêt une vie politique pour un petit potentat de réseau, de secteur et d'ambition personnelle, on n'est pas un homme politique ou une femme politique qui peut avancer, avoir une parole. Ils sont des traîtres, moi j'ai pas de problème avec les mots, ils sont des traîtres à leur programme, ils sont des traîtres à leur mission, ils sont des traîtres à leur famille politique. La gauche sociale, c'est pas un gros mot. La parole donnée aux électeurs pendant les campagnes électorales. Je crois que c'est plus possible, effectivement, certaines pratiques politiques qui consistaient à avoir des beaux programmes électoraux et à faire à peu près le contraire une fois élu. C'est vrai que le meilleur exemple de tout ça s'appelle François Hollande. Et je voudrais souligner au passage sur ce sujet-là que ces reniements, pour ne pas dire ces trahisons répétées d'une certaine classe politique qui se considère comme une classe, qui monopolise un peu le pouvoir, font le lit du Rassemblement national. Parce que les gens en ont marre qu'on leur mente et sont sensibles aux sirènes des mauvais bergers qui leur disent c'est chez nous qu'est la solution, nous on est blancs, etc. Bon, vous savez que ce n'est pas le cas. L'affaire pour laquelle Marine Le Pen est en justice est elle seule déjà là pour l'attester. Oui, le lit du Front National, mais surtout c'est ce qui justifie l'abstention grandissante. Voilà. C'est-à-dire qu'on rend les citoyens spectateurs d'une vie politique, d'un vrai théâtre, et non plus acteurs de leur vie, déjà, parce qu'ils ne vont pas voter. Donc, des reniements politiques alimentent l'abstention. Merci. Au revoir, merci de votre venue. Je vais peut-être donner la parole à d'autres ce soir. Voilà, vas-y. Thème relève un facteur qui, pour moi, est concret, réel, factuel. La présentation, elle est en lien avec le courage d'enjeu. Mais comme je lui ai dit quand on s'est contacté, il faut oublier quand même que la mise en avant, la progression du Rassemblement national, elle est organisée. Parce que comme je lui ai dit, la misère amène la colère, elle amène la haine amène la violence. Et
épouvantail qui, au dernier moment, va combattre, etc. Ça s'appelle le vote républicain. C'est de la manipulation, tout ça. Et quand ça ne suffit pas, on va laisser passer, comme en Allemagne. C'est organisé. Quand on sent que le vent va tourner, que la vague va être au contraire, on laisse tout ça se réaliser. Merci. C'est pour ça qu'on nous stigmatise. Merci madame. Je crois qu'on va clore sur ce sujet, parce qu'on n'est pas là pour faire un procès, on est là pour présenter nos vœux aussi. Et pour clore ce dossier, je dirais simplement, en réponse à une certaine gauche, qui considère qu'il y a une gauche qui travaille et une qui râle, nous allons leur montrer que cette gauche qui râle travaille très bien aussi. Bah, je crois que nos députés le montrent quotidiennement à l'Assemblée nationale. Je pense que Louis Boyard le montre dans l'élection, dans la campagne municipale qu'il fait à Villeneuve-Saint-Jean, où, contrairement aux prévisions de beaucoup, il est arrivé en tête. Donc les insoumis sont des gens qui travaillent. Peut-être que sur ces belles paroles, on peut continuer autour d'un verre, on peut continuer à parler, mais de manière beaucoup plus informelle, ça sera différent.